J'étais au cimetière, devant la tombe de mes parents, serrant mes enfants dans mes bras, quand mon mari a murmuré sans aucune pitié, « Je veux divorcer ». Je croyais mon monde effondré. Jusqu'à ce que je trouve le secret que ma mère m'avait laissé. Ce secret est devenu ma vengeance, et il allait payer au centuple. J'étais là, au cimetière du Père-Lachaise, le cœur en miettes, l'âme à la dérive dans un océan de chagrin. La pluie fine et tenace de novembre, si typique de Paris, semblait pleurer avec moi, ses larmes froides s'écrasant en un doux crépitement sur les tombes centenaires et les feuilles mortes. Mes parents, Hélène et Jean, venaient d'être mis en terre, côte à côte dans la froide obscurité, unis dans la mort comme ils l'avaient été durant 47 ans de vie commune. Ma mère, ma douce maman, avait mené une longue et digne bataille contre la maladie, un combat qu'elle avait finalement perdu. Mon père, mon roc, mon héros, incapable de supporter le silence assourdissant de son absence, l'avait suivi 3 jours plus tard. Le médecin avait diagnostiqué une crise cardiaque foudroyante, un terme clinique et froid pour décrire un cœur qui avait tout simplement cessé de battre parce que sa moitié n'était plus là. Je le savais. Au plus profond de moi, je savais que c'était le chagrin qui l'avait emporté. C'est à ce moment précis, alors que le prêtre récitait les dernières prières et que je serrais mes enfants contre moi comme une ancre dans la tempête, essayant de leur transmettre une force que je ne possédais plus moi-même, que mon mari de 20 ans, Antoine, s'est penché vers moi. J'ai senti son souffle chaud contre mon oreille, une chaleur incongrue qui contrastait violemment avec le froid glacial de ses mots. 6 mots. 6 mots qui ont fendu l'air, arrêté le temps et fait voler en éclats les derniers vestiges de mon monde. Je veux divorcer, Sophie. C'est fini. Le monde a basculé. Le son de la pluie s'est évanoui. Les murmures de condoléances de nos proches se sont tus. Les sanglots étouffés de ma fille aînée, Chloé, se sont perdus dans un vide assourdissant. Il ne restait que ce silence, et ces mots qui résonnaient dans ma tête comme un glas. J'ai tourné la tête, lentement, mécaniquement, cherchant dans ses yeux une trace de regret, un éclair de compassion, une lueur de l'homme que j'avais aimé et épousé. Je n'ai trouvé qu'une impatience froide. Un regard dur, métallique, comme si les funérailles de mes propres parents, les grands-parents de ses enfants, n'étaient qu'un contretemps fâcheux dans son emploi du temps surchargé. Il ne savait pas encore, cet homme qui partageait ma vie, que le véritable enfer, ce n'était pas moi qui allais le vivre, mais lui. Et que ce serait grâce au secret que ma mère, dans sa prescience, m'avait laissé. Mais avant de vous raconter en détail comment, pièce par pièce, j'ai orchestré sa chute, j'aimerais prendre un instant pour me connecter avec vous tous qui m'écoutez. Je suis incroyablement curieuse de savoir d'où vous m'écoutez en ce moment. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous regardez cette vidéo, et s'il vous plaît, dites-moi aussi quelle heure il est chez vous. C'est une pensée réconfortante de savoir que nous pouvons partager nos histoires et nous soutenir mutuellement, peu importe les distances qui nous séparent. Reprenons. Je me tenais là, figé, le corps vidé de toute substance. Mes 3 enfants, mes trésors, ma seule raison de tenir debout, se pressaient contre ma robe noire. Chloé, ma grande de 16 ans, si mature pour son âge, essayait d'être forte pour nous tous, mais son mascara traçait des sillons noirs sur ses joues pâles, trahissant sa peine. Léo, mon fils de 14 ans, un adolescent en pleine croissance qui se cherchait, serrait la mâchoire si fort que ses muscles saillants me rappelaient son grand-père. Et la petite Manon, ma Benjamine de 8 ans, mon rayon de soleil, agrippait son lapin en peluche comme une bouée de sauvetage, me posant à voix basse des questions sur grand-mère et grand-père, des questions auxquelles aucune mère ne devrait jamais avoir à répondre. « Qu'est-ce que tu as dit ?» ai-je réussi à articuler, ma voix n'étant qu'un souffle rauque, presque inaudible. « Tu m'as très bien entendu » a-t-il répondu, son ton plat, dénué de toute émotion. Il a eu l'audace d'ajuster sa cravate de soie, une Hermès que je lui avais offerte pour notre dernier anniversaire de mariage, un souvenir maintenant souillé. On discutera des détails sordides à la maison. Pour l'instant, essaie de tenir le coup pour les enfants. Puis, il s'est éloigné. Simplement. Froidement. Comme s'il venait de commenter la météo. Comme s'il n'avait pas choisi le jour le plus dévastateur de ma vie pour porter le coup de grâce. Il est allé serrer la main de mon oncle, un sourire de circonstance parfaitement maîtrisé sur ses lèvres. À cet instant précis, j'ai senti quelque chose de nouveau s'installer dans ma poitrine, à l'endroit même où l'amour avait autrefois élu domicile. C'était froid, dur et lourd.
C'était de la haine. Il avait choisi ce moment, ce lieu sacré, en sachant que je serais trop anéanti pour riposter. C'était un acte d'une cruauté calculée. Mais Antoine, dans son arrogance, avait commis une erreur monumentale. Il avait oublié qui j'étais vraiment, sous la façade de l'épouse dévouée et de la mère poule qu'il avait lui-même façonnée. Il avait oublié que j'étais la fille de mon père. Et mon père m'avait toujours appris une chose essentielle, face à un prédateur, la seule façon de survivre est d'en devenir un soi-même. La graine de la vengeance venait d'être plantée dans la terre froide et humide de ce cimetière. Comment allais-je la faire germer et la transformer en une forêt impénétrable qui l'engloutirait tout entier? Le trajet de retour du cimetière vers notre grande maison bourgeoise de Lyon s'est déroulé dans un silence de mort, plus lourd et plus oppressant que n'importe quel cri. Manon, épuisée par le chagrin et l'incompréhension, s'était endormie dans son siège auto, sa petite main tenant encore la rose blanche qu'elle n'avait pas voulu lâcher. À l'arrière, Chloé et Léo, assis aussi loin que possible l'un de l'autre, regardaient le paysage urbain défiler, chacun perdu dans sa propre bulle de tristesse et de confusion. Ils avaient senti la tension, bien sûr. Les enfants sentent toujours tout. Antoine conduisait, les mains crispées à 10h10 sur le volant en cuir, le visage impénétrable, déjà à des kilomètres de nous, de notre deuil, de notre famille. En arrivant dans notre rue, la vue de notre maison, cette belle demeure que nous avions achetée ensemble après la naissance de Léo, m'a frappé comme un coup de poing. La façade en pierre de taille, les volets bleus que nous avions peints un été, le rosier que j'avais planté pour chaque naissance, tout cela me semblait soudain étranger, factice. Ce n'était plus un foyer, un refuge. C'était une scène de crime, et notre mariage en était la victime, gisant invisible au milieu du salon. Dès que nous avons franchi la porte, son ton a changé, devenant celui d'un manager donnant des ordres. Les enfants, allez enlever vos tenues de cérémonie. Il y a des restes dans le frigo si vous avez faim. Puis, sans même un regard pour moi, il s'est dirigé tout droit vers son bureau. Son sanctuaire. Le lieu où il se réfugiait pour échapper au chaos désordonné de la vie de famille. Le travail, toujours le travail, son excuse parfaite. Antoine, ai-je appelé, ma voix tremblante mais portant une nouvelle fermeté qu'il n'a pas reconnue. Nous devons parler. Maintenant. Il s'est arrêté au pied de l'escalier, et s'est retourné. J'ai cru déceler une fraction de seconde de culpabilité dans ses yeux, une lueur vacillante de l'homme qu'il avait été. Mais elle a disparu aussi vite qu'elle était apparue, remplacée par une irritation à peine voilée. Pas maintenant, Sophie. J'ai des dossiers urgents à consulter. Des dossiers urgents? Le mot est sorti de ma bouche comme un crachat, chargé de tout le mépris que je ressentais. Je viens d'enterrer mes 2 parents, tu viens de me demander le divorce au-dessus de leur tombe, et tu as des dossiers urgents? Ta cruauté n'a donc absolument aucune limite? Il a jeté un regard inquiet vers le haut de l'escalier, toujours obsédé par les apparences, par l'image de la famille parfaite. Baisse la voix. Les enfants n'ont pas besoin d'entendre tes crises d'hystérie. Mes crises d'hystérie? La colère, une colère blanche et pure, a commencé à monter, balayant le chagrin. Et quand serait-il pratique pour toi de détruire notre famille, Antoine? Dis-moi. Demain? La semaine prochaine? Entre 2 réunions importantes? Quand est-ce que ça s'intégrerait bien dans ton agenda? Je me suis avancé vers lui, mon corps vibrant d'une rage que j'avais réprimée pendant des années. 20 ans, Antoine. 20 ans de ma vie. Je t'ai tout donné. J'ai mis entre parenthèses ma carrière de psychologue, une carrière que j'aimais, parce que tu m'as convaincu que les enfants avaient besoin de leur mère à la maison. J'ai organisé chaque anniversaire, soigné chaque genou écorché, j'ai relu tes plaidoiries, j'ai supporté tes humeurs, j'ai soutenu ta carrière dans l'ombre, te permettant de briller. Et voilà comment tu me remercies? Son visage s'est durci, ses traits se sont figés en un masque de mépris. Arrête de te poser en martyr, Sophie. Ça ne te va pas. Ça fait des années que ce mariage est une mascarade. Nous sommes des colocataires qui partagent un lit. Tu t'es laissé aller. Tu as cessé de prendre soin de toi, de t'intéresser à autre chose qu'aux notes de Léo ou aux derniers dessins de Manon. Tu es devenue prévisible. Ennuyeuse. Chaque mot était une gifle, calculée pour faire le plus de mal possible.
Ennuyeuse? J'étais à bout de souffle. J'étais ennuyeuse quand je passais des nuits blanches avec Manon qui faisait ses dents, pour que monsieur l'avocat puisse être frais et dispo pour son grand procès? J'étais ennuyeuse quand je gérais les comptes, la maison, les devoirs, les rendez-vous chez le médecin, pour que ton monde parfait continue de tourner sans le moindre accroc. Pendant que j'étais au chevet de ma mère mourante, jour après jour, où étais-tu, Antoine? Je travaillais, a-t-il hurlé, perdant enfin son calme légendaire. Je travaillais pour payer cette maison, tes vêtements de marque, les écoles privées des enfants. Tu crois que l'argent tombe du ciel? J'ai fait des sacrifices que tu ne peux même pas imaginer. Des sacrifices? J'ai ri, un rire amer et strident qui m'a écorché la gorge. Tes sacrifices incluaient-ils les dîners qui se terminaient à 2 heures du matin, les voyages d'affaires de dernière minute à Deauville, l'odeur de ce parfum, Chalimard, qui n'est pas le mien, sur le col de tes chemises? Un silence glacial est tombé dans le hall d'entrée. Je l'avais touché. Il a reculé d'un pas, son visage blême. C'est à ce moment que Léo est apparu en haut de l'escalier, son visage d'adolescent tordu par une douleur qui n'était pas de son âge. C'est vrai, papa? Tu as une autre femme? Antoine a fusillé notre fils du regard, un regard si froid que j'en ai frissonné. Ceci est une conversation d'adulte. Ça ne te regarde pas, retourne immédiatement dans ta chambre. Non, a dit Léo, sa voix se brisant mais tenant bon. C'est ma famille aussi. C'est notre vie que tu es en train de détruire. Il a dévalé les escaliers et s'est placé à côté de moi, un jeune soldat protégeant sa mère blessée. C'était la première fois qu'il me défendait aussi ouvertement face à son père. Antoine, pris au piège, a repris son masque de contrôle glacial. Cette conversation est terminée. Je dormirai dans la chambre d'amis. J'appellerai mon avocat demain. Tu devrais faire de même. Il est parti sans un autre mot, sans un regard en arrière, laissant derrière lui une mère et son fils, unis dans les ruines fumantes de ceux qui avaient été leur famille. Comment allions-nous pouvoir nous reconstruire après un tel cataclysme? Les jours qui ont suivi ont été un brouillard de chagrin et de formalités administratives. Je fonctionnais en pilote automatique, un automate programmé pour faire le petit déjeuner, conduire les enfants à l'école, répondre aux appels de condoléances avec une voix polie et distante. Antoine et moi nous croisions dans la grande maison comme deux fantômes, l'air vibrant d'une hostilité silencieuse. Il passait ses soirées enfermé dans son bureau, et je savais qu'il ne travaillait pas sur des dossiers, mais qu'il planifiait sa nouvelle vie, loin de nous. La douleur de la trahison était une présence physique, une boule lourde dans mon estomac qui ne me quittait jamais. C'est dans cet état second que j'ai commencé la tâche douloureuse de trier les affaires de mes parents. Leur appartement, autrefois rempli de rire et de l'odeur du pot-au-feu de ma mère, était maintenant silencieux et imprégné d'une odeur de poussière et d'absence. Chaque objet était un souvenir, chaque photo une blessure. C'est en vidant la table de chevet de ma mère que je suis tombée sur une petite boîte en bois de rose qu'elle gardait précieusement. Je l'ai ouverte sans trop y penser, m'attendant à y trouver des bijoux sans grande valeur ou de vieilles photos jaunies. À l'intérieur, il y avait son journal intime, un carnet relié en cuir que je lui avais offert des années auparavant. Et glissé entre les pages, une enveloppe épaisse avec mon nom, pour ma Sophie, écrit de sa main élégante et tremblante. Mon cœur s'est serré si fort que j'ai eu du mal à respirer. J'ai ouvert l'enveloppe avec des doigts gourds. Sophie, ma chérie, commençait la lettre. Si tu lis ces mots, c'est que mon combat est terminé et que je ne suis plus là pour te protéger. Pardonne-moi, mon ange, de ne pas t'avoir parlé plus tôt, mais je ne voulais pas croire à mes propres doutes. Une mère veut toujours croire au bonheur de son enfant, même quand les signes contraires sont évidents. Mais je ne suis pas aveugle. J'ai vu comment Antoine te traitait, comment il te diminuait subtilement depuis des années, comment la lumière dans tes yeux s'était peu à peu éteinte. Les larmes que je retenais depuis des jours ont commencé à couler, brouillant les mots. Elle avait tout vu. Elle avait tout compris, et je n'avais rien dit. Il y a 6 mois, continuait la lettre, en revenant de chez le médecin, j'ai vu sa voiture, cette Mercedes que tu détestes, garée devant le grand hôtel en plein après-midi, un jour où il était censé être en déplacement à Marseille pour une affaire. Mon instinct de mère m'a hurlé que quelque chose n'allait pas. Alors, j'ai fait quelque chose que tu désapprouveras peut-être, mais que je ne regrette pas.
J'ai utilisé une partie de l'argent que ton père et moi avions mis de côté pour les études des petits-enfants pour engager un détective privé. Son nom est Jean-Pierre Renaud. C'est un homme discret et efficace. Il a découvert des choses, ma chérie. Des choses qui te feront un mal terrible. Mais souviens-toi de ce que ton père disait toujours, la vérité, même si elle brûle comme de l'acide, est le seul remède qui guérit vraiment. À la fin de la lettre, il y avait un numéro de téléphone et une petite clé en laiton. Cette clé ouvre un coffre à la banque, au Crédit Lyonnais, ouvert à mon nom de jeune fille. Ce qu'il y a dedans t'appartient désormais. Utilise-le pour te battre. Ne le laisse pas te détruire. Souviens-toi de qui tu es, Sophie. Tu es ma fille, mais tu es aussi la fille de ton père. Et nous ne nous laissons jamais abattre. Je t'aime plus que tout au monde. J'ai serré la lettre contre ma poitrine, le papier froissé absorbant mes larmes salées. Ma mère, ma merveilleuse mère, même par-delà la mort, veilla encore sur moi. Cette découverte n'était pas un hasard. C'était une bouée de sauvetage qu'elle me lançait depuis l'au-delà. Le lendemain, les mains moites et le cœur battant à tout rompre, je me suis rendue à la banque. La salle des coffres était froide et silencieuse. La petite clé en laiton a tourné dans la serrure avec un déclic sonore. À l'intérieur du coffre, une seule enveloppe Kraft, épaisse et lourde. La première chose que j'ai vue était une série de photos. Des photos glacées, professionnelles. Antoine. Et une femme blonde, plus jeune, d'une beauté froide et calculatrice. Ils s'embrassaient passionnément devant le Dôme, le restaurant où ils m'avaient demandé en mariage 20 ans plus tôt. L'ironie était d'une cruauté insoutenable. D'autres photos les montraient entrant dans un hôtel, main dans la main, riant, sa main à elle posée sur son torse d'un air possessif. La date sur les photos remontait à plus d'1 an. Puis, les documents. Des relevés d'une carte American Express Platinum à son seul nom, une carte dont j'ignorais l'existence. Des dépenses exorbitantes, un bracelet de chez Cartier, des boucles d'oreilles de chez Van Cleef et Arpels, des week-ends dans des relais et châteaux à Deauville, des dîners dans des restaurants étoilés. Et le pire. Le coup de poignard final. Un relevé de compte bancaire secret, ouvert dans une banque en ligne. Et des virements réguliers, méthodiques, depuis notre compte joint. Des virements dont les montants correspondaient exactement aux sommes que nous étions censés mettre de côté chaque mois pour les études de Chloé et Léo. Il ne m'avait pas seulement trompé. Il n'avait pas seulement menti. Il avait volé l'avenir de ses propres enfants pour financer sa double vie. La tristesse s'est évaporée, remplacée par une rage froide et lucide. La femme qui pleurait la veille avait disparu. À sa place se tenait une femme qui venait de trouver non seulement la preuve irréfutable de la trahison de son mari, mais aussi les armes pour sa future guerre. Le secret de ma mère n'était pas un fardeau, c'était un arsenal. Et j'étais prête à l'utiliser jusqu'à la dernière munition. Que devais-je faire en premier, appeler le détective ou chercher un avocat? Assise dans la salle froide et impersonnelle de la banque, entourée des preuves de ma vie brisée, ma décision a été instantanée. Mon premier appel a été pour Jean-Pierre Renaud. Sa voix au téléphone était exactement comme ma mère l'avait décrite, calme, professionnelle, mais empreinte d'une réelle compassion qui n'était pas feinte. Madame Dubois, m'a-t-il dit après que je me sois présentée, j'attendais votre appel. Votre mère était une femme d'une force et d'une intuition remarquables. Je suis sincèrement désolée pour votre perte. Monsieur Renaud, ai-je répondu, ma voix étonnamment stable malgré le chaos qui régnait dans ma tête, j'ai trouvé ce que ma mère a laissé. Les photos, les relevés. J'ai besoin de tout savoir. Absolument tout. Je veux connaître chaque mensonge, chaque centime. Nous nous sommes rencontrés le jour même dans un petit café discret du quartier Saint-Jean, loin des regards indiscrets. Il a posé un dossier épais, bien plus épais que l'enveloppe de la banque, sur la table entre nous. Madame, ce que votre mère a découvert et que vous avez dans ce coffre n'était que la partie émergée de l'iceberg. L'aventure avec cette femme, Élodie Fournier, une jeune et ambitieuse avocate de son cabinet, dure depuis près de 2 ans. Mais ce n'est pas la première. J'ai trouvé des preuves formelles d'au moins 2 autres liaisons sérieuses au cours des 10 dernières années. Votre mari est ce qu'on appelle un prédateur en série. 10 ans. La moitié de notre mariage. La nausée m'est remontée à la gorge.
J'ai repensé à toutes les fois où je m'étais senti coupable, où je m'étais dit que c'était moi qui ne faisais pas assez d'efforts, que j'étais devenue négligente. Pendant tout ce temps, il vivait une double vie. Mais il y a pire, madame, a continué Renaud, son regard grave. Votre mari est non seulement infidèle, mais il est aussi imprudent et arrogant. J'ai suivi ses activités financières de plus près. Il ne se contente pas de puiser dans vos comptes joints. J'ai de sérieuses raisons de croire qu'il détourne de l'argent de son cabinet d'avocat. Des notes de frais pour des voyages d'agrément, des heures facturées à des clients pour des journées passées avec sa maîtresse. Il monte une sorte de montage financier complexe. Je pense qu'il prépare quelque chose de grand, et qu'il le finance avec de l'argent qui n'est pas le sien. Une nouvelle entreprise? Une nouvelle vie? Avec elle? La rage m'a donné une clarté d'esprit que je n'avais pas ressentie depuis des années. La femme au foyer soumise et effacée, celle qu'il avait façonnée, était en train de mourir. Et à sa place naissait une stratège, froide et déterminée. J'ai besoin d'un avocat, ai-je déclaré, ma voix ne tremblant plus. Pas n'importe lequel. Je veux le meilleur. Quelqu'un qui n'aura pas peur de lui. Renaud a hoché la tête, un éclair d'approbation dans les yeux. J'ai un nom pour vous. Maître Isabelle Dubois. Dans le milieu, on l'appelle le pitbull en tailleur Chanel. Elle est chère, très chère, mais elle ne perd jamais. Surtout contre des hommes arrogants comme votre mari. C'est sa spécialité. Le lendemain, j'étais dans le bureau opulent de Maître Dubois, avenue Foch. C'était une femme d'une 60aine d'années, d'une élégance impeccable, avec des yeux d'acier qui semblaient lire au plus profond de votre âme. Je lui ai tout raconté, sans omettre un seul détail, lui montrant le dossier de Renaud et les documents du coffre. Elle a écouté en silence, son visage impassible, ne posant que quelques questions précises et chirurgicales. Quand j'ai eu fini, elle a joint ses mains manucurées sur son bureau en acajou. Madame, ce que vous avez là n'est pas une simple affaire de divorce pour adultère, qui, en France, n'a plus beaucoup de poids. C'est une affaire de fraude à grande échelle. C'est une affaire pénale déguisée en drame conjugal. Nous pouvons non seulement obtenir une prestation compensatoire record et la garde exclusive des enfants, mais nous pouvons le détruire professionnellement. La question que je vous pose est la suivante, jusqu'où êtes-vous prête à aller? J'ai repensé à Antoine au cimetière, à son regard impatient et cruel. J'ai repensé à l'argent volé à mes enfants, à leur avenir qu'il avait hypothéqué pour ses plaisirs égoïstes. Ma décision était prise, irrévocable. Jusqu'au bout, ai-je répondu, en la regardant droit dans les yeux. Je veux qu'il perde tout. Absolument tout. Comme il a essayé de me faire tout perdre. Un mince sourire, presque imperceptible, s'est dessiné sur les lèvres de Maître Dubois. Très bien. Alors voici le plan d'attaque. Pour l'instant, vous ne faites absolument rien. Vous allez jouer le rôle que la société attend de vous, celui de l'épouse brisée, dépressive, incapable de prendre une décision. Laissez-le croire qu'il a le contrôle total de la situation. Laissez-le continuer à commettre des erreurs. Pendant ce temps, Monsieur Renaud va continuer à creuser pour trouver la faille ultime, et mon équipe va commencer une analyse financière si approfondie qu'il ne pourra jamais s'en relever. Nous allons construire un dossier en béton armé. Nous n'allons pas seulement le battre, madame. Nous allons l'anéantir. Je suis sortie de son bureau en me sentant plus forte et plus déterminée que jamais. Le rôle de ma vie venait de m'être attribué, celui de la victime impuissante. Et j'allais le jouer à la perfection. Antoine pensait avoir affaire à une brebis égarée, mais il allait bientôt découvrir, à ses dépens, qu'il avait réveillé une louve affamée. Comment allait-il réagir quand il recevrait la première assignation, pensant qu'elle venait d'un petit avocat de banlieue et non de la plus redoutable avocate de Lyon? Avant de poursuivre avec la suite de cette histoire, qui, je vous préviens, va devenir encore plus intense et machiavélique, j'aimerais vous poser une question sincère. Face à une telle trahison, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous choisi le chemin du pardon pour préserver une forme de paix, ou celui de la justice, quitte à déclencher une guerre totale? Laissez-moi vos avis et vos réflexions dans les commentaires, je suis vraiment curieuse de lire ce que vous en pensez. Votre soutien et vos perspectives comptent énormément pour moi en ce moment. Conformément au plan méticuleusement élaboré par Maître Dubois, j'ai engagé un petit avocat de quartier, un homme d'un certain âge,
compétent mais sans envergure, dont le nom n'allait certainement pas effrayer Antoine. La première lettre officielle, une simple demande de discussion en vue d'un divorce par consentement mutuel, a été envoyée. C'était l'appât. Et Antoine a mordu à l'hameçon, mais avec une violence et une perfidie qui ont dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. 2 jours plus tard, en fin d'après-midi, alors que j'aidais Manon avec ses devoirs, un huissier a sonné à ma porte. C'était un homme grand et impassible qui m'a tendu une enveloppe officielle. Il m'a remis une assignation en référé, une procédure d'urgence. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes, et mes yeux ont parcouru les lignes. J'ai dû les relire 3 fois pour en comprendre l'horreur. Antoine demandait la garde exclusive et immédiate des enfants. Mais c'étaient les motifs invoqués qui m'ont coupé le souffle et m'ont donné la nausée. Il m'accusait, noir sur blanc, d'être mentalement instable et psychologiquement fragile suite au décès de mes parents. Il affirmait que mon état dépressif profond, attesté par un soi-disant ami médecin, me rendait dangereuse pour l'équilibre de mes propres enfants. Il décrivait des propos incohérents, des crises de larmes incontrôlables et une incapacité à gérer le quotidien. C'était un tissu de mensonges, une pure fabrication, une caricature grotesque de mon deuil, conçue pour me briser et me discréditer. J'ai senti la panique m'envahir, une vague glaciale qui menaçait de me noyer. Et s'il y arrivait? Et si un juge, face à un avocat aussi brillant et convaincant que lui, le croyait? L'idée de perdre mes enfants, même pour une seule journée, était une torture insupportable. C'était mon pire cauchemar qui prenait vie sur du papier timbré. J'ai couru au téléphone et j'ai appelé Maître Dubois, ma voix étranglée par les sanglots. Isabelle. Il essaie de me prendre les enfants. Il a un certificat médical, il dit que je suis folle. Le calme olympien de Maître Dubois à l'autre bout du fil a été mon ancre dans la tempête. Respirez, Sophie. Respirez profondément. C'est une tactique. Une tactique sale, classique et totalement prévisible de la part d'un pervers narcissique acculé. Il veut vous faire peur pour que vous acceptiez n'importe quel accord financier minable. Il vient de commettre sa plus grosse erreur. Il vient de nous sous-estimer. Mais et si le juge le croit, ai-je sangloté, la terreur me paralysant. Il est avocat, il est si crédible, si charmant quand il le veut. Et nous avons la vérité, a-t-elle rétorqué d'une voix tranchante comme une lame. Et nous avons un plan. Ne répondez à aucune de ses provocations. Ne lui montrez aucune faiblesse. L'audience est dans 1 semaine. D'ici là, nous allons préparer notre contre-attaque. Cet homme vient de nous donner la corde pour le pendre, et nous allons la tresser avec soin. Cette semaine a été la plus longue et la plus éprouvante de ma vie. Antoine était odieux à la maison, me traitant avec un mépris glacial, souvent devant les enfants, espérant me pousser à la faute, à une crise de colère qu'il pourrait enregistrer. Mais les mots de Maître Dubois résonnaient en moi comme un mantra. Je suis restée calme, digne, une statue de glace au milieu de la fournaise. Je me suis concentrée uniquement sur mes enfants, les entourant d'amour et de normalité, les rassurant sans cesse, leur disant que je les aimais plus que tout et que je ne les laisserais jamais tomber. Le jour de l'audience, j'étais un nœud de nerfs, mais mon visage était un masque de sérénité. Antoine était là, dans son costume sur mesure, l'air grave et soucieux, jouant le rôle du père inquiet à la perfection pour le juge. Son avocat, un homme aussi lisse que lui, a déroulé son argumentaire, me peignant comme une femme hystérique et au bord de la crise de nerfs, incapable de faire face à la réalité. Quand ce fut le tour de Maître Dubois, elle s'est levée, calme et imposante. Monsieur le juge, a-t-elle commencé, sa voix résonnant dans le silence du tribunal. Ma cliente ne nie pas sa profonde tristesse. Elle vient de perdre ses 2 parents en l'espace de 3 jours. Ce qui serait véritablement inquiétant, ce serait qu'elle ne soit pas triste. Mais la tristesse, monsieur le juge, n'est pas la folie. En revanche, instrumentaliser le deuil de sa femme pour tenter de lui arracher ses enfants, ça, monsieur le juge, ce n'est pas de l'inquiétude. C'est de la cruauté et de la manipulation. Elle a ensuite méthodiquement démonté l'attestation du médecin, prouvant qu'il n'avait aucune légitimité, qu'il était un ami de longue date d'Antoine et qu'il ne m'avait jamais examiné. Puis, elle a porté le coup de grâce. Elle a présenté au juge les premiers relevés bancaires que j'avais trouvés, ceux du compte secret et de la carte de crédit, en surlignant les dates.
Pendant que ma cliente veillait sa mère mourante à l'hôpital, et durant la semaine de son deuil, a-t-elle dit d'une voix forte et claire, monsieur dépensait des milliers d'euros dans des hôtels de luxe et des bijouteries. On peut légitimement se demander si c'est le comportement d'un père de famille éploré et véritablement inquiet pour la stabilité de son foyer. Le visage du juge s'est durci. Il a regardé Antoine, dont l'assurance s'était évaporée comme la rosée au soleil. La requête d'Antoine a été non seulement rejetée avec véhémence, mais le juge l'a sévèrement réprimandé pour sa tentative de manipulation de la cour et son mépris choquant pour la décence humaine. Il a ordonné une enquête sociale, mais a précisé que les enfants resteraient sans aucune discussion avec moi. En sortant du tribunal, j'ai croisé le regard d'Antoine. La haine et la surprise se lisaient sur son visage. Il venait de comprendre. Il venait de réaliser que je n'étais pas la proie facile qu'il avait imaginée. La guerre était officiellement déclarée. Avais-je vraiment les épaules et la force de la mener jusqu'au bout, maintenant qu'il savait que je me battrais? La tentative ratée et humiliante d'Antoine de me prendre les enfants a eu l'effet d'un électrochoc, elle a transformé ma détermination en une résolution de fer. La peur avait définitivement laissé place à une froide colère. Pendant qu'il pensait son orgueil blessé, sans doute en se plaignant auprès de sa maîtresse de sa femme hystérique, il restait persuadé que j'avais joué ma seule et unique carte. Il ne pouvait pas imaginer que la véritable offensive, silencieuse et souterraine, ne faisait que commencer. Maître Dubois a mis son équipe de choc sur l'affaire, une véritable armée de l'ombre. Un expert comptable judiciaire, un homme aux allures de professeur distrait mais dont le cerveau était un supercalculateur, a commencé à éplucher les finances d'Antoine avec une minutie d'horloger suisse. C'était un travail de fourmi, une plongée dans un labyrinthe de chiffres et de transactions. Antoine avait été malin, utilisant des sociétés écrans basées au Luxembourg et des comptes en ligne pour dissimuler ses malversations. Mais il avait aussi été arrogant, péchant par excès de confiance, laissant derrière lui une traînée de miettes numériques que notre expert suivait avec une joie presque sadique. Chaque facture falsifiée, chaque virement suspect était une nouvelle pierre ajoutée à l'édifice de sa future chute. Pendant ce temps, Jean-Pierre Renaud, mon ange gardien engagé par ma mère, continuait sa surveillance discrète mais implacable. Il a documenté chaque rencontre entre Antoine et Élodie. Leur déjeuner n'était pas seulement romantique, ils étaient des réunions de travail clandestines. Renaud, grâce à un téléobjectif puissant, a réussi à obtenir des photos claires d'eux rencontrant en secret des clients importants du cabinet d'Antoine dans des lieux discrets. Le plan était d'une simplicité diabolique, ils siphonnaient la clientèle la plus lucrative avant d'annoncer leur départ et de lancer leur propre cabinet. C'était une trahison non seulement envers moi, mais aussi envers ses partenaires de longue date, des hommes qui lui avaient fait confiance et l'avaient aidé à construire sa carrière. Le plus grand défi, cependant, était de trouver un témoin humain, quelqu'un de l'intérieur qui pourrait corroborer nos découvertes financières et donner une âme à notre dossier. C'est là que Renaud a fait une percée décisive. En fouillant dans les archives du cabinet, il a retrouvé la trace de Céline, une jeune et brillante avocate qui avait travaillé directement sous les ordres d'Antoine 5 ans auparavant. Elle avait été promise à un avenir radieux, mais avait soudainement démissionné et quitté Lyon du jour au lendemain, sans explication. Renaud l'a contactée. Au début, elle a catégoriquement refusé de parler, sa voix tremblante de peur au téléphone. Antoine l'avait psychologiquement détruite. Il lui avait volé le crédit d'un dossier majeur sur lequel elle avait travaillé jour et nuit pendant des mois, le présentant comme le sien pour obtenir une promotion et une prime conséquente. Quand elle avait osé protester, il l'avait menacée de ruiner sa réputation, l'accusant de faute professionnelle et de divulgation d'informations confidentielles. À 28 ans, brisée et terrifiée, elle avait dû abandonner le métier de ses rêves. J'ai décidé de l'appeler moi-même, de femme à femme. Je lui ai raconté mon histoire, la trahison, l'humiliation au cimetière, la tentative de me prendre mes enfants. Je lui ai parlé de la femme qu'elle avait été, pleine d'ambition et de talent, et de la manière dont il l'avait éteinte. Il ne peut pas continuer à détruire des vies impunément, Céline, lui ai-je dit, ma voix pleine d'une émotion sincère et non feinte. Pas la mienne, pas celle de mes enfants. Et il n'aurait jamais dû détruire la vôtre. Aidez-moi à l'arrêter. Aidez-moi à faire en sorte qu'il ne puisse plus jamais nuire à personne. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil, un silence si lourd que je pouvais presque sentir sa douleur. Puis, j'ai entendu un sanglot étouffé.
Il m'a tout pris, a-t-elle murmuré, sa voix brisée. Ma confiance, ma carrière, mes rêves. Je vais vous aider. Je vais témoigner. Pour vous, et pour la jeune femme que j'étais. C'était la pièce maîtresse de notre puzzle. Nous avions maintenant les chiffres irréfutables de l'expert comptable, les photos compromettantes de Renaud, et le témoignage accablant d'une victime directe de sa fraude professionnelle. Le portrait du monstre était complet. Pendant ces semaines d'enquête clandestine, je continuais de jouer mon rôle à la maison. Antoine, après sa défaite cuisante au tribunal, s'était replié sur une froide indifférence, me traitant comme si j'étais invisible. Il était de plus en plus absent, prétextant des charges de travail écrasantes. En réalité, je savais grâce à Renaud qu'il passait ses soirées et ses week-ends avec Élodie, à finaliser les plans de leur future entreprise. Il était tellement absorbé par la construction de sa nouvelle vie qu'il ne voyait pas que je démolissais méticuleusement les fondations de l'ancienne. Un soir, en rentrant tard, il a jeté une liasse de papier sur la table de la cuisine avec un bruit sec. « Voici une offre de règlement », a-t-il dit d'un ton qui n'admettait aucune discussion. « C'est plus que généreux. Tu gardes la maison jusqu'à la majorité de Manon, et je te verse une pension alimentaire et une petite prestation compensatoire. Signe ça, et on en finit une bonne fois pour toutes. » J'ai parcouru l'offre. C'était une insulte. Une aumône. Une somme dérisoire qui ne tenait absolument pas compte de son patrimoine réel, celui qu'il avait bâti en me volant et en fraudant. J'ai levé les yeux vers lui et j'ai souri. Un vrai sourire, calme et serein. Je vais y réfléchir, Antoine. Merci. Son regard s'est méfié. Il ne comprenait pas ma sérénité. Il s'attendait à des larmes, à des cris. Il ne savait pas que c'était le calme avant la tempête. Le dossier était complet, l'étau s'était resserré. Il ne nous restait plus qu'à attendre le moment parfait pour frapper. Et je savais exactement quand ce serait. Le saviez-vous aussi, à ce moment de l'histoire? L'attente a duré encore 2 longs mois. 2 mois pendant lesquels j'ai dû livrer la performance de ma vie, perfectionnant mon rôle de future ex-femme désemparée et au bord du gouffre. C'était un exercice d'autocontrôle épuisant. J'ai laissé entendre à nos amis communs, lors de rencontres fortuites au supermarché ou à la sortie de l'école, que j'étais complètement perdue, que je ne savais pas comment j'allais m'en sortir financièrement, que Antoine était si dur. La pitié dans leur regard était presque insupportable, une humiliation calculée, mais c'était un mal nécessaire pour endormir sa méfiance. La rumeur s'est répandue dans notre cercle social comme une traînée de poudre, la pauvre Sophie, si fragile, complètement dépassée par les événements, tandis que le brillant Antoine, malgré la situation personnelle difficile, continuait d'exceller et de préparer son avenir. Il savourait chaque instant de cette fausse narrative, se délectant de son rôle de victime magnanime. Puis, l'invitation est arrivée. Pas pour moi, bien sûr. Je n'existais déjà plus dans son nouveau monde. Mais une copie a été, accidentellement, laissée en évidence sur la console de l'entrée, un oubli calculé pour me narguer. C'était un carton glacé, d'un blanc immaculé, gravé de lettres dorées, annonçant la soirée d'inauguration du nouveau et prestigieux cabinet d'avocats, Fournier et Associés. Le nom d'Antoine n'apparaissait pas en gros titres, une mesure de prudence pour ne pas alerter ses anciens partenaires trop tôt, mais il était listé comme associé principal, le cerveau derrière l'opération. La soirée aurait lieu dans le salon de réception d'un des plus grands hôtels de Lyon, le Sofitel. Le tout lion du monde des affaires, de la finance et du droit y serait. C'était son couronnement. C'était le moment. C'était la scène parfaite, grandiose et publique, pour le dernier acte de sa tragédie. Il avait choisi un cimetière pour m'annoncer la fin de notre monde, je choisissais le sommet de sa gloire pour provoquer la sienne. J'ai immédiatement appelé Maître Dubois. Ma voix était calme, mais mon cœur battait la chamade. C'est ce soir. Le lancement de son nouveau cabinet. Excellent, a-t-elle répondu, et j'ai pu sentir son sourire de prédateur à travers le téléphone. Le timing est parfait. Mon équipe est prête. Renaud est déjà sur place avec un photographe professionnel se faisant passer pour un journaliste mondain. L'expert comptable a finalisé son rapport de 200 pages, c'est une œuvre d'art. La plainte pénale est prête à être déposée au greffe. Tout est coordonné à la minute près. Ce soir-là, une tension électrique flottait dans l'air.
J'ai mis les enfants au lit plus tôt que d'habitude, après leur avoir préparé leur plat préféré. Je leur ai lu une histoire, j'ai embrassé leurs fronts endormis, mon cœur débordant d'un amour féroce et protecteur. Tout ce que je faisais, chaque étape de ce plan impitoyable, c'était pour eux. Pour leur avenir qu'ils avaient essayé de voler, pour leur montrer que l'on ne se laisse pas détruire sans se battre. Une fois la maison silencieuse, je me suis installée dans le bureau d'Antoine, qui était devenu mon quartier général, ma salle de guerre. Sur mon ordinateur portable, j'avais un accès discret au flux vidéo d'une personne que Renaud avait réussi à infiltrer parmi les serveurs de la soirée. La qualité était étonnamment bonne. Je pouvais tout voir, tout entendre. Antoine était resplendissant dans son smoking fait sur mesure. Il se tenait aux côtés d'Élodie, radieuse et triomphante dans une robe de soirée scintillante qui avait dû coûter une fortune. Ils accueillaient les invités, serraient des mains, riaient aux éclats. Il était charismatique, charmant, le centre de l'attention. Il levait sa coupe de champagne, portant un toast à leur avenir brillant, à leur vision commune de la justice. Il était au sommet de son monde, le roi de son propre univers, un univers bâti sur des mensonges, la trahison et le vol. C'était insupportable et fascinant à la fois. J'ai regardé ma montre. 19h55, l'heure de pointe. La salle était comble. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un simple SMS à Maître Dubois, un message que j'avais préparé mentalement des centaines de fois. Maintenant. Sa réponse est arrivée dans la seconde. Un seul mot, lourde promesse. Action. J'ai pris une profonde inspiration, l'air semblant soudainement rare. Le spectacle allait commencer. Je pouvais presque entendre le lourd rideau de velours rouge se lever sur la scène de sa destruction. Assis sur son trône de mensonges, il ne se doutait pas une seule seconde que les fondations étaient minées et que j'étais sur le point d'appuyer sur le détonateur. Que se passerait-il dans les prochaines minutes, quand la musique s'arrêterait? À 20h précises, alors qu'Antoine, le verre levé, commençait un discours sur l'éthique et l'intégrité, l'opération Tempête parfaite a été lancée avec une précision chirurgicale. Au même instant, plusieurs actions coordonnées, répétées mentalement des dizaines de fois, se sont produites, créant un effet domino dévastateur. Premièrement, l'équipe de Maître Dubois, depuis leur bureau transformé en centre de commandement, a appuyé sur « Envoyer ». Un email, sobrement intitulé « Informations confidentielles concernant Monsieur Antoine Dubois et le cabinet Fournier et Associés » a été envoyé simultanément à une liste de destinataires soigneusement et stratégiquement choisis. Il contenait un résumé concis mais accablant du rapport de l'expert comptable, des extraits du témoignage de Céline, une sélection des photos les plus explicites de l'adultère d'Antoine, et une copie de la plainte pénale pour fraude, abus de confiance et détournement de fonds qui venait d'être déposée. La liste des destinataires incluait les associés seniors du prestigieux cabinet qu'Antoine venait de piller, le PDG de leur plus gros client, un géant de l'industrie pharmaceutique, présent à la soirée, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lyon, et 2 journalistes d'investigation réputés pour leur ténacité. Sur mon écran, je voyais la scène se dérouler au ralenti. D'abord, rien. Le discours d'Antoine continuait. Puis, un premier invité, un banquier d'affaires influent, a discrètement sorti son téléphone, fronçant les sourcils. Puis un deuxième. Un murmure, d'abord imperceptible, a commencé à enfler et à parcourir le salon luxueux, comme le vent avant l'orage. Les visages souriants se sont figés. Les conversations animées se sont tues. Le PDG du client pharmaceutique, un homme imposant à la chevelure blanche, a lu le message sur son téléphone, son visage passant de la confusion à une fureur glaciale. Il a levé les yeux vers Antoine, qui pérorait encore sur la « confiance », puis, sans un mot, il a fait signe à son équipe et s'est dirigé d'un pas rapide vers la sortie. Antoine, sentant le changement brutal d'atmosphère, s'est interrompu. Son sourire s'est crispé. Il a regardé Élodie, l'air interrogateur. Elle aussi venait de lire l'email. Son visage était livide, comme si elle avait vu un fantôme. Elle a attrapé le bras d'Antoine, lui montrant son écran, ses mains tremblantes. J'ai vu, grâce au zoom du caméraman improvisé, le sang quitter le visage d'Antoine. J'ai vu la compréhension, puis la panique pure et animale dans ses yeux alors qu'il réalisait que son monde, si soigneusement construit, s'effondrait en temps réel, sous les yeux de tous ceux qu'il voulait impressionner. Il a balayé la salle du regard,
ne voyant plus des visages admiratifs, mais des dizaines de pères d'yeux le fixant avec mépris, dégoût et une curiosité malsaine. Deuxièmement, au même moment, Maître Dubois déposait officiellement la plainte au commissariat central, s'assurant que la machine judiciaire, lente mais inexorable, était enclenchée. Et troisièmement, le coup de théâtre final, le clou du spectacle. À 20h15, alors que le chaos commençait à s'installer dans la salle, les grandes portes du salon de réception se sont ouvertes en grand. Mais ce n'était pas un invité de marque en retard. C'était une équipe de la brigade financière, 4 hommes et une femme en civil, mais dont l'autorité était palpable, accompagnés de 2 policiers en uniforme pour marquer le coup. Ils se sont dirigés calmement, mais avec une détermination implacable, à travers la foule silencieuse qui s'écartait sur leur passage comme la mer Rouge, tout droit vers Antoine et Élodie, pétrifiés sur l'estrade. Un des inspecteurs, le chef du groupe, a présenté un mandat à Antoine. Sa voix, calme et forte, a résonné dans le silence de mort. Antoine Dubois, Élodie Fournier, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de fraude, d'escroquerie en bande organisée et d'abus de biens sociaux. Veuillez nous suivre sans faire d'histoire. Le silence était total. On aurait pu entendre une coupe de champagne tomber. Puis, les flashs ont commencé à crépiter. Le photographe de Renault, au premier rang, immortalisait chaque seconde de leur humiliation. Antoine, l'avocat si brillant, si arrogant, était sans voix, sa bouche ouverte dans un rictus d'incrédulité. Il a été menotté, ses poignets fins disparaissant dans l'acier froid. Élodie a fondu en larmes bruyantes, son maquillage parfait coulant sur ses joues, ruinant l'image de la femme d'affaires triomphante. Ils ont été escortés hors de leur propre fête de lancement, passant devant les visages choqués et les téléphones qui filmaient la scène, une véritable walk of shame moderne. Sur mon ordinateur, dans le silence de mon bureau, j'ai regardé la scène jusqu'au bout. J'ai vu le roi déchu être emmené loin de son royaume de carton-pâte. Étrangement, je n'ai ressenti ni joie exubérante, ni triomphe sauvage. Juste un sentiment étrange et profond de justice. Une page se tournait. La boucle était bouclée. J'ai fermé mon ordinateur portable. Le silence de la maison m'a soudainement semblé immense. La tempête était passée au-dessus de sa tête, mais pour moi et mes enfants, le long et difficile travail de nettoyage ne faisait que commencer. Comment allions-nous nous reconstruire après un tel séisme, et les fondations seraient-elles assez solides? Le lendemain matin, notre nom, notre famille, était partout. Le scandale faisait la une de tous les journaux locaux et même de certains quotidiens nationaux. Scandale au barreau de Lyon, un avocat star et sa complice arrêtés en pleine soirée de gala, trahison, millions d'euros et double vie, la chute spectaculaire d'Antoine Dubois. Les photos de l'arrestation d'Antoine et Élodie, le visage défait, humilié, étaient étalés en grand format. Mon anonymat, ma vie privée, tout cela avait volé en éclats. Notre tranquillité était morte. Avant que les enfants ne se lèvent, j'ai mené une opération préventive. J'ai éteint la télévision, débranché la radio et caché les journaux que le livreur avait déposés sur le paillasson. Je devais être celle qui leur expliquait la situation, avec mes propres mots, en contrôlant le récit. Je les ai réunis dans la cuisine, autour d'un chocolat chaud fumant et de croissants, essayant de créer une bulle de normalité au milieu du chaos. Leur expliquer que leur père était non seulement parti de la maison, mais qu'il était maintenant en prison, a été la conversation la plus difficile et la plus douloureuse de ma vie. J'ai choisi des mots simples, honnêtes, en évitant de l'accabler plus que la situation ne le faisait déjà. Papa a fait de très, très graves erreurs avec l'argent de son travail, leur ai-je dit, en regardant chacun d'eux dans les yeux. Il a menti à beaucoup de monde, et il nous a menti à nous aussi. Pour ces raisons, la police a dû l'arrêter, et maintenant, la justice doit faire son travail pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Les réactions ont été aussi différentes que mes 3 enfants. Manon, dans son innocence de petite fille, a froncé les sourcils et a demandé, sa voix à peine audible, « Est-ce qu'il a volé des bonbons? Est-ce que je pourrais lui apporter un dessin en prison pour qu'il ne soit pas triste ?» Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Comment expliquer le concept de fraude à un enfant de 8 ans? Léo, mon adolescent tourmenté, est resté silencieux, son visage dur et fermé, mais j'ai vu la honte et la colère brûler dans ses yeux. La honte de porter ce nom, la colère contre ce père qui les avait tous trahis. C'est Chloé, ma fille aînée, qui m'a surprise par sa maturité.
Elle m'a regardé droit dans les yeux, son regard si semblable au mien, et a demandé d'une voix calme, « C'est pour ça que tu l'as quitté ? C'est toi qui as tout révélé ?» Il n'y avait pas de reproche dans sa voix, seulement une quête de vérité. J'ai pris un moment avant de répondre, pesant chaque mot. « Oui, ma chérie. C'est moi. Je l'ai fait. Pas par vengeance, même si je suis en colère. Je l'ai fait parce qu'il nous mettait tous en danger avec ses mensonges. C'était la seule façon de nous protéger, toi, Léo et Manon, et de récupérer l'avenir qu'il vous avait volé. C'était la chose juste à faire, même si c'était la plus difficile. » Chloé a hoché la tête, lentement, ses yeux brillants de larmes contenues. « Je comprends, a-t-elle simplement dit. Et dans ce simple « je comprends », j'ai su qu'elle avait saisi la complexité de la situation bien au-delà de ses 16 ans. J'ai su qu'elle était de mon côté. Les mois qui ont suivi ont été un tourbillon médiatique et judiciaire. J'ai protégé mes enfants comme une lionne, les tenant à l'écart des journalistes qui campaient devant notre maison et des chuchotements à l'école. J'ai instauré une règle, à la maison, nous étions une équipe, un refuge. L'enquête a révélé l'ampleur de la fraude, qui était encore pire que ce que nous avions imaginé. Antoine avait mis en place un système complexe et sophistiqué qui avait lésé son cabinet et ses clients de près de 3 millions d'euros. Le procès a eu lieu 6 mois plus tard. Ce fut un spectacle médiatique. Élodie, pour sauver sa peau et éviter une lourde peine, a plaidé coupable et a accepté de témoigner contre Antoine en échange d'une sentence réduite. À la barre, elle l'a dépeint comme un manipulateur diabolique, le cerveau de toute l'opération, affirmant qu'elle avait agi sous son influence. Céline, l'ancienne collaboratrice d'Antoine, a également livré un témoignage poignant et détaillé qui a ému le tribunal et scellé le sort d'Antoine. Lui, défendu par un avocat commis d'office car tous ses comptes avaient été gelés, a tenté de nier, de minimiser, de blâmer les autres. Mais les preuves matérielles, les témoignages, tout était accablant. Le verdict est tombé comme un coup près, sans surprise. 10 ans de prison ferme pour fraude en bande organisée, escroquerie, abus de confiance et abus de biens sociaux. J'étais au tribunal ce jour-là, assise au premier rang, droite et digne. Quand la sentence a été prononcée, nos regards se sont croisés à travers la salle. Je n'y ai lu aucune trace de remords, aucun regret. Seulement une haine froide, pure, et la surprise amère d'avoir été battu à son propre jeu par la femme qu'il considérait comme faible et insignifiante. Il ne regrettait pas ses crimes, il regrettait de s'être fait prendre. En sortant du palais de justice, libre, sous un ciel enfin dégagé, j'ai senti un poids immense, le poids de 20 ans de mensonges, quitter mes épaules. La justice des hommes avait été rendue. Antoine était hors de nos vies pour de longues années. Mais la question demeurait, lancinante, maintenant que la guerre était officiellement gagnée, comment allions-nous gagner la paix intérieure ? La reconstruction de nos cœurs et de nos esprits serait-elle plus difficile que la destruction de notre ennemi ? 2 ans ont passé. 2 années pour balayer les décombres, panser les plaies, et lentement, patiemment, reconstruire. Le silence qui règne aujourd'hui dans notre maison n'est plus celui, pesant et anxiogène, de la tension et des non-dits. C'est un silence apaisant, un silence vivant, rempli de la quiétude d'un foyer qui a retrouvé son âme. La procédure de divorce, une simple formalité après le verdict pénal, a été finalisée rapidement. Grâce au travail exceptionnel et acharné de Maître Dubois, j'ai pu récupérer non seulement l'intégralité des fonds qu'Antoine avait détournés de nos comptes personnels et des fonds d'études des enfants, mais aussi des dommages et intérêts substantiels qui ont non seulement sécurisé notre avenir, mais ont aussi symbolisé une forme de réparation. La maison nous appartenait désormais entièrement, libre de toute dette et de tout fantôme. La vie a repris son cours, mais elle n'est plus la même. Elle est différente. Plus forte. Plus authentique. Plus vraie. Chloé est maintenant en première année d'une prestigieuse école de commerce à Paris. L'épreuve l'a fait mûrir à une vitesse fulgurante, la transformant d'une adolescente angoissée en une jeune femme incroyablement forte, empathique et perspicace. Elle a choisi une voie où l'éthique et la droiture sont des valeurs cardinales, comme pour prendre le contre-pied de tout ce que son père représentait. Elle m'appelle tous les jours, non par obligation, mais par un besoin sincère de partager, de rire, de se confier. Notre lien, autrefois tendu par les non-dits familiaux, est devenu indestructible. Léo, qui a maintenant 16 ans,
a trouvé un exutoire sain à sa colère et sa honte. Il a canalisé toute cette énergie brute dans le sport. Il est devenu le capitaine de son équipe de rugby, un leader né, respecté de ses coéquipiers non seulement pour sa force physique, mais aussi pour son intégrité. Il a appris à transformer la douleur en puissance, la déception en motivation. Il est devenu le jeune homme protecteur et attentionné de notre petite famille, le pilier masculin sur lequel nous pouvons nous appuyer. L'autre jour, après un match, il m'a pris dans ses bras et m'a dit « Je ne serai jamais comme lui, maman. Jamais. » Et en le regardant dans les yeux, j'ai su que c'était la promesse la plus sincère qu'il ferait de sa vie. Et ma petite Manon, qui a maintenant 10 ans, s'épanouit avec une joie de vivre qui me réchauffe le cœur. Elle a surmonté le traumatisme avec la résilience incroyable et magique des enfants. Son art est devenu sa soupape de sécurité, son langage secret. Les murs de sa chambre sont couverts de dessins colorés, vibrants, pleins de vie et d'espoir. Elle dessine souvent notre famille, nous 4, toujours ensemble, sous un grand soleil ou un arc-en-ciel. Quant à moi, la destruction de mon ancienne vie, de la femme que j'étais, a permis la naissance d'une nouvelle Sophie. Une Sophie que je ne connaissais pas, mais que j'apprends à aimer. J'ai utilisé une partie de l'argent du règlement pour réaliser un vieux rêve mis de côté, je suis retournée à l'université, j'ai validé mon diplôme de psychothérapeute. Aujourd'hui, j'ai mon propre cabinet, installé dans une pièce lumineuse de la maison, l'ancien bureau d'Antoine, que j'ai entièrement repeint et redécoré. Je me spécialise dans l'aide aux femmes qui, comme moi, ont dû se reconstruire après une trahison, une relation toxique ou une épreuve de vie. Aider les autres à retrouver leur force, à se réapproprier leur histoire, est devenue la plus grande de mes joies, une véritable mission. Antoine a tenté de faire appel de sa sentence, mais sa demande a été rejetée. Il est toujours en prison. Parfois, je reçois encore des lettres de lui, des lettres que le service pénitentiaire me transmet. Elles sont pleines de reproches, d'apitoiements sur son sort, ou de tentatives de manipulation grossière. Je ne les lis plus. Je les jette directement dans la cheminée, regardant les mots de haine se consumer et se transformer en cendres. Il ne fait plus partie de notre histoire. Il n'est plus qu'un mauvais souvenir. Ce parcours a été incroyablement difficile. Il y a eu des nuits blanches, des torrents de larmes, des doutes, des moments de solitude extrême où je pensais ne pas y arriver. Mais en regardant en arrière aujourd'hui, je ne ressens aucune amertume, aucune haine. Juste une profonde gratitude pour la force que j'ai trouvée en moi. Antoine a essayé de m'anéantir au moment le plus sombre et le plus vulnérable de ma vie. Il pensait que mon chagrin ferait de moi une proie facile. Mais il a sous-estimé la force d'une mère prête à tout pour ses enfants, et il a oublié le secret le plus puissant que ma propre mère m'avait légué, non pas une clé ou des photos, mais l'amour inconditionnel et la certitude que je méritais mieux. Il a voulu me briser, mais il m'a seulement libérée. Il pensait détruire mon monde, mais il m'a en réalité permis d'en construire un bien meilleur, un monde basé sur l'honnêteté, le respect et un amour inconditionnel pour mes enfants et pour moi-même. Car les cendres ne sont pas une fin, elles sont le terreau fertile de la renaissance. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Votre présence, même virtuelle, a été un soutien précieux tout au long de ce récit. Si mon histoire a résonné en vous, si vous avez vous-même dû vous battre pour vous reconstruire après une épreuve, n'hésitez pas à partager un mot, une pensée, ou votre propre expérience dans les commentaires. Créons ici un espace de soutien et de force, car nous sommes toujours plus forts lorsque nous sommes unis. N'oubliez pas de laisser un « j'aime » si cette histoire vous a touché, et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Prenez grand soin de vous.